Bienvenue à vous pour une petite vidéo lecture manga, deux titres de la collection Saka des éditions Casterman qui étaient encore sur ma palle il y a peu. Alors certains d'entre vous vont faire la gueule parce que ce sont des titres pour la plupart en arrêt de commercialisation, mais bon, ce n'est pas impossible de se les procurer en occasion, c'est ce que j'ai fait, ou alors c'est à vous de mettre la pression aux éditeurs pour qu'ils les rééditent si cela vous tente plus que de raison. Générique. On commence avec la musique de Marie. Donc voilà un récit en deux tomes qui a priori sort des sentiers battus de ce qu'on connaît des travaux de mangaka Furuya. Alors ce qui nous frappe d'abord, ce sont les dessins plus arrondis et les décors plus riches que j'ai eu l'habitude de lire de lui jusqu'à présent. Pour rappel, de l'auteur, je n'ai lu que l'Ichikari Club et Je voudrais tuer par une lycéenne. Je sais que d'autres œuvres sont sorties plus tôt et en toute discrétion chez un éditeur comme Casterman par exemple. Je pense à Je ne suis pas un homme, qui, je le devine, est lui aussi une œuvre assez dérangeante, étant donné que c'est une adaptation du roman La déchéance d'un homme. Donc ça peut parler pour certains qui ont lu la version de Junji Ito. Je vous fais un petit topo, nous suivons deux personnages, c'est de là que nous allons d'abord découvrir enfants, dont l'un, le garçon, a la spécialité de pouvoir entendre jusqu'au tout petit grincement que pourrait faire le bruit d'un mécanisme, jusqu'à la vision d'une entité qui flotterait au-dessus de leur ville. Marie. Alors que la fille, elle, est une mécano de génie. Alors, l'univers est plein de charme, il n'a rien à envier à un aria ou à une escale à Yokohama, car tout est léché et chacun d'entre eux vit en paix. Tout cela est réglé comme sur du papier à musique. Mais n'oublions pas que nous lisons du Furuya, et qu'il n'aura besoin que d'une page ou deux pour nous gifler mais violemment, façon un aller-retour d'une des meilleures bifles. Oui, il y a de quoi être choqué et le mangaka arrive à garder ce parfum de poésie jusqu'à la dernière page de son récit. Pour ma part, vous le devinez, j'ai adoré ce manga. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne soit plus disponible à la vente, ça je le répète. C'est hélas le cas de beaucoup d'œuvres publiées chez Casterman n'ayant à l'époque peut-être pas trouvé le public escompté. Mais dans un second temps, il n'est vraiment pas difficile de le trouver à un prix très raisonnable en occasion, genre à peine moins cher ou proche du prix éditeur. Et je lui donne la note de 18 sur 20. J'ai également lu Wet Moon de Atsushi Kaneko. Alors voici une œuvre qui m'a été fortement recommandée, et ce, un petit peu avant que la grosse propagande soit lancée par certains sur le Discord autour de Atsushi Kaneko. Ceci étant, j'avais déjà lu le premier tome de Desco et celui de Search and Destroy. Donc deux premiers tomes qui m'ont bien plu, mais pas au point d'être à fond dedans. L'occasion s'est prêtée d'obtenir la trilogie de Webtoon, donc avec le tome 2, qui pour certains semble être ce qu'il a fait de mieux. Donc je me suis lancé, j'étais déjà préparé au style graphique du mangaka, qui abuse du noir par contraste au blanc bien évidemment, ce qui donne un style déjà vu dans certains comics. Alors dans le manga, il y a le mangaka de Jabberwocky ou de Area 51, qui a un rapport avec le noir assez similaire. Et concernant Wet Moon, on est clairement dans une ambiance de polar noir à la Dick Tracy, sauf que là, ce n'est pas un détective privé, mais bien un inspecteur, mais qu'on le retrouve dès le début abîmé par une balafre à la tête. Ce qui n'est pas anodin, car on voit que tout ne tourne pas rond dans sa caboche. Des douleurs, des flashs, des images d'une lune qui se fait percer un œil par un obus, qui n'est évidemment pas sans rappeler le voyage dans la lune de Méliès. Et c'est lorsqu'on croit que c'est une cause perdue, que le récit va rester confus, qu'on nous laisse entrevoir un complot. Ce qui lance tout l'intérêt de l'œuvre, chaque détail compte, de révélation en révélation, on y voit plus clair, comme on navigue à l'aveugle de page en page. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, je vous l'avoue, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai adoré la lecture de ces trois tomes, et que cela me donne envie de découvrir peut-être avec plus d'intérêt certaines de ses œuvres, comme Soil par exemple. Alors, si vous avez du mal avec les flashbacks, les allers-retours dans l'espace et le temps, et les méandres de cerveau quelque peu sensibles, c'est pas fait pour vous. Voilà. Par contre, si vous adorez l'ambiance polar, noire, surréaliste, vous allez adorer. Et pour ma part, je donne la note de 18 sur 20 pour le plaisir que j'ai eu à m'être fait balader, même quand je croyais avoir tout compris. J'ai également lu L'île Panorama. Alors je me rends compte que je suis en train de vous présenter jusque-là que des titres qui ne sont plus commercialisés, mais c'était le cas pour moi aussi. Il n'est pas interdit de tomber sur une bonne offre en occasion. Vous connaissez les bails, Le Bon Coin, Vinted et Rakuten. Et L'île Panorama est un one-shot de Suihiro Maruo que je désirais avoir et que pour X raisons, je l'ai laissé prendre la poussière sur mes piles à lire. Voilà. Donc ces vidéos ont un vrai intérêt pour moi. Elles me permettent de faire fondre ma palle, mais aussi de lire cet homme oublié qui se faisait griller la priorité par d'autres. Alors, L'île Panorama,
Est-ce que ça vaut le coup? Déjà, avant de débourser plus du double du prix éditeur pour acquérir cette œuvre, je devine que vous êtes un adepte du mangaka qui est la référence de l'Heroguro et du romancier Edogawa Rampo, la référence des nouvelles assez glauques. La collaboration de ces deux noms nous a déjà pondu La Chenille, qui est lui par contre toujours disponible. C'est un manga édité chez Le Lézard Noir dans un très beau format cartonné rigide à l'instar des Vampires. Pour vous faire une idée, n'hésitez pas à vous essayer à cette œuvre si ce n'est pas déjà fait. Cela sera une excellente carte de visite concernant ces deux artistes de renom. Ensuite, l'érotique et le grotesque sont à leur paroxysme en ce qui concerne La Chenille. On passe carrément au trash. Alors, ce qui n'est pas vraiment le cas avec l'île Panorama, beaucoup plus soft, même si l'intrigue reste sans pitié. Voilà, ça parle d'un homme qui va se faire passer pour mort pour prendre la place d'un ancien camarade de classe qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau et dont il a pris la mort. Seulement, ce dernier faisait partie d'une famille à la richesse incommensurable et il arrivera à prendre sa place pour réaliser son rêve, bâtir un parc d'attractions sans aucune restriction, si ce n'est celle de l'imagination. Alors c'est un très bon one-shot, certes soft par rapport à d'autres œuvres, mais cela reste encore assez cru. C'est véritablement de l'Heroguro, les personnages sont des marionnettes qu'on agite pour des raisons incongrues, cela part d'un délire, d'une idée et prend des allures fantasmagoriques. Alors les décors, les idées tirées de cette œuvre, l'île Panorama, prennent tout leur sens, les planches nous régalent, le voyage vaut le sacrifice de quelques personnages. Bon voilà, ne cherchez pas de morale, je lui donne la note de 17 sur 20. Et je me suis également fait un petit plaisir, celui de relire le dernier tome de l'Habitant de l'Infini, donc le tome 30, et celui-ci s'avère assez exceptionnel. Combien de tomes de fin peut se vanter d'être aussi réussi? Bien évidemment, je vais rien vous dire, hormis que dans ce tome est réuni tous les personnages les plus badass de la série pour un final digne de ce que je considère, et je ne pense pas être le seul, comme un chef-d'œuvre. J'en profite pour vous faire la promo d'une de mes prochaines vidéos, Badass, vous avez dit Badass, qui se portera, vous le devinez, sur les personnages les plus badass du manga game, du moins ceux que je reconnais comme tels et que je connais déjà. Voilà, le rendez-vous est pris, ça devrait vous occuper un beau moment durant vos trajets en voiture ou en transport en commun, car je vais blablater, soyez-en sûrs. Une note pour le dernier tome de l'Habitant de l'Infini, c'est une note digne d'une œuvre qui a sa place au Panthéon, c'est un 20 sur 20. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles badasseries. Voilà. Ciao!